Bien que l'Irlande soit un pays petit et isolé, une île lointaine, cachée par les brumes de l'Atlantique Nord des civilisations du continent européen, le peuple irlandais est un peuple fier, réputé mondialement pour son folklore, ses actions politiques, son engagement et ses convictions. Pour mieux saisir l'état d'âme de l'Irlande au XIXe siècle, nous devons reculer dans le temps et nous replacer au XVIe siècle. Henri VIII et ses descendants veulent imposer aux Irlandais les pratiques de la nouvelle Église protestante d'Angleterre. La reine Élisabeth Ier confisque plus de 80 000 hectares de terres et de possessions catholiques irlandaises qu'elle remet aux mains d'Anglais émigrant en Irlande. En 1641, une nouvelle guerre éclate entre l'Irlande et l'Angleterre et ce conflit perdurera plus de 11 ans. Arrive l'an 1649 et Olivier Cromwell, chef du gouvernement britannique temporairement sans roi, débarque à Dublin avec 20 000 hommes et est décidé à étouffer une fois pour toutes l'esprit de révolte. Pendant 3 ans, il sème la terreur, exile quelques 30 000 soldats irlandais en France et en Espagne. Les femmes, les enfants et les civils sont déportés en grande majorité aux Antilles et en Virginie. La population de l'Irlande passe, durant la période de 1641 à 1652, de 1 466 000 à près de 616 000 âmes. Quand on parle de révolution puis tout ça, si on parle de 1690, qu'on a dit tout à l'heure avec William Larange, puis Jacques II, puis il a battu Jacques II en 1640. Puis là, en 1789, il y a encore une révolution. Puis en 1822, c'est encore une grande famine. En 1820, famine. Parce qu'à ce moment-là, ça commence, ça va mal. Là. Déjà en 1822, ça commence à immigrer. Le premier départ important d'immigrants vers l'Amérique fut effectué de l'Ulster, conséquence de l'application de certaines dispositions des lois pénales relatives aux restrictions imposées à l'industrie et à la dîme pour le soutien de l'Église anglicane. Un autre facteur ayant favorisé l'émigration massive des Irlandais fut qu'en 1845, la brunissure, maladie de la pomme de terre, s'abattit sur l'Irlande. Plus de la moitié de la population dépendait pour se nourrir de la pomme de terre. Durant 3 ans, ce fut la famine. Et l'on rapporte qu'1,5 million d'Irlandais périrent, alors qu'un autre million dut s'exiler. À l'aurore du XXe siècle, le peuple irlandais aura connu durant les 4 siècles précédents invasion, persécution, tyrannie, famine, exil et amertume. Les premiers immigrés qui arrivent ici, c'est autour de 1790 à 1817, dans ces périodes-là. Ils ont déjà commencé à immigrer. Mais ce qui est pire, c'est ceux qui ont immigré un peu plus tard, lorsqu'ils ont encore parti, ceux qui sont venus par la Grosse-Île. J'ai noté un fait que les bonhommes, eux autres, quand ils partaient des ports comme d'Écosse ou de Liverpool ou des choses comme ça, les propriétaires de bateaux faisaient exprès pour retarder le départ parce qu'ils leur chargeaient des chambres et pensions dans leurs auberges. Fait que nos bonhommes, eux autres, ils n'avaient encore pas d'argent. Là, ils arrivaient à bord des bateaux. La traversée était 45 jours. Puis des fois, ça prenait 4 mois selon les vents. Puis eux, ils avaient apporté seulement des patates pour se nourrir. Puis là, mais encore là, les patates pourrissaient. Puis les propriétaires, eux autres, le capitaine de bateau, bien, il essaie de leur vendre quelque chose, des prix pas abordables. Donc, il est exploité, si tu veux, de tous les côtés, même sur le bateau. Même sur le bateau. Près de 40 ans de discussions en projets et en études passèrent. Et en l'an 1842, les contrats furent donnés pour la réalisation de ce qui devait donner accès au Grand Lac, mais aussi et surtout faire augmenter la valeur spéculative des terres de la seigneurie de Beauharnois. La seigneurie Ellis a été accordée en 1729 au sieur François de Beauharnois, le 15e gouverneur de la Nouvelle-France, par Louis XV. En 1763, elle est vendue à Michel Chartier de Lobinière, qui lui la revend en 1795 à M. Alexandre Ellis. M. Alexandre Ellis, en 1796 et 1800, divise sa seigneurie du nom de ses enfants. Le monsieur, il avait 13 enfants,
puis deux qui sont morts en bas âge. Donc ici, à Saint-Timothée, nous sommes dans l'endroit qu'ils appelaient à l'époque Ellenstown. Toutes les subdivisions, on parlera, si vous voulez, des subdivisions le long du fleuve, comme Bois-Noir qui était à Hanstown, Mellageville qui était Marystown, puis ici, comme on l'a dit, Ellenstown, avec aussi le petit village qui, lui, s'appelait Elliston, et Valleyfield, Catherinestown. En arrière, on a Williamstown, North Georgetown, South Georgetown. Le seul qui n'est pas figurant nulle part, c'est Ormstown, parce qu'on ne trouve pas d'Ormstown, il n'y a pas personne qui s'appelle, mais ça peut être une place qui des États-Unis qui s'appelait comme ça. Puis même en Écosse, apparemment, il y avait une place qui s'appelait Ormstown. Puis là, pour une raison ou pour une autre, on a fait partir le I. Là, on arrive, si vous voulez, au canal Bois-Noir qui est bâti sur les terres, justement, de l'héritier de la seigneurie, M. Edward Ellis. Edward Ellis, lui, politiquement, il était très fort. D'abord, il était de 1830 à 1865, il était chauvin député, c'est-à-dire de Coventry. Puis, il était très pesant au gouvernement. Suite à ça, il avait payé ici, dans le temps, M. Edward Gibbons Wakefield. Il lui avait donné 50 000 $ pour qu'il serve de son influence au gouvernement du Bas-Canada pour, disons, faire passer justement le canal sur ses terres où que lui pourrait en tirer des profits. Suite à tout ça, en 1831, on prépare des plans pour le canal Bois-Noir. En 1842, on décide de bâtir le canal. Pourquoi le canal? Bien, c'est sûr, en partant, c'était pour remplacer les petits canaux militaires des cascades de l'autre côté, puis celui de Fort-de-Coteau. Autrement dit, de l'autre côté, il y avait 4 petits canaux. Puis le canal Bois-Noir, lui, bien, c'est sûr, en ayant des gabarits plus gros au niveau des écluses, les dimensions du canal, bien, ainsi de suite. Donc, pour dire qu'il y avait sur le canal 9 écluses, le canal avait 11 000 et demi de long, ou 18 km, si on veut, pour les jeunes. Dès le début de juillet 1842, les travaux débutent. Les ingénieurs du Bureau des travaux publics engagent les ouvriers et voient au logement et à la nourriture de ces derniers. Il y avait 5 écluses dans Mellageville, il y en avait 3 dans Saint-Timothée, puis Valleyfield, la rue Jacques-Cartier, c'était l'écluse de garde. Une fois arrivé, bien, c'est sûr que là, ça prenait des employés. Fait que là, c'est là que nos Irlandais vont arriver dans le portrait avec l'immigration irlandaise. Les immigrations se font à différentes étapes. Nous, ce qu'on peut retenir si vous voulez, de l'immigration, c'est dans la période de 1829 à 1845. Là, il est arrivé à peu près 256 000 Irlandais. Ces Irlandais-là, il y en avait 60 % à peu près qui venaient de l'Irlande du Nord, puis la balance venait de Cork et de Connaught. À eux s'ajoutent quelques Écossais, Anglais et très peu de Canadiens français. Une population de près de 2200 travailleurs vient soudainement gonfler celle de Saint-Timothée et des environs. Disons que les Irlandais, c'est sûr que tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas de capitaux quand ils sont arrivés ici, puis il n'y avait pas de qualification. Mais par contre, c'était des hommes qui pouvaient travailler très dur parce que déjà, ils ont travaillé sur les trains un peu partout. Puis même, on dit dans un rapport qu'il y avait 200 employés, 200 Irlandais qui venaient de la construction du canal Erie entre 1817 et 1825. Donc, ces bonhommes-là, ils étaient certainement capables de travailler dur. Puis, les conditions étaient difficiles, comme on l'a dit, la pluie, le froid, et ainsi de suite. Ils travaillaient à peine 200 jours par année. Même il y a des mois, ils travaillaient 12 jours dans le mois. Le Bureau des travaux publics ayant pris à sa charge les ouvriers depuis juillet 1842 trace les règles suivantes concernant les conditions de travail. Une journée de travail s'étend sur 12 heures, soit de 6 heures le matin à 6 heures le soir. On alloue 1 heure pour chaque repas. À titre de salaire versé, l'on reçoit 3 chelins par jour, ce qui représente environ 60 cents. Les employés sont rémunérés à tous les 15 jours en argent. Des employés, chefs de groupe ou piqueurs, gangsmen,
supervisent le travail et gagnent de 4 à 5 chelins par jour, de 80 cents à $1. Les employés demeurent le long de la ligne du canal dans des habitations qu'on en appelle shanties. Ces cabanes primaires construites de bois sans fondation, d'une dimension de 12 pieds sur 12 pieds, peuvent loger jusqu'à 12 personnes. Les familles s'approvisionnent chez les cultivateurs des environs en produits de la ferme. Dans Saint-Timothée, il disait que la plupart demeuraient à Saint-Timothée durant la construction du canal, mais on figure qu'il y avait à peu près 750 Irlandais sur peut-être une possibilité de 3000 employés. Donc, il y en avait, mais disons, c'était la majeure partie, parce qu'il y avait beaucoup de Canadiens français, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Autant qu'il y avait ils étaient ici déjà, eux autres. Fait que, puis il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait rien, c'était une crise terrible. Puis même les gens qui vivaient bien, c'était peut-être le cultivateur à l'époque qui pouvait s'autosuffire, si tu veux. Pas en argent, mais au moins il mangeait ses 3 repas par jour. Au début de 1843, le gouvernement décide de confier les travaux du canal Lachine et ceux du canal Beauharnois à l'entreprise privée. Les conditions de travail décrétées auparavant se voient soudainement modifiées. Il en sera de même en ce qui concerne la vie sociale des ouvriers. Les entrepreneurs prolongent le temps de travail de 2 heures par jour, soit de 5 heures le matin à 7 heures le soir. Il y a même quelques entrepreneurs qui en profitent davantage, en obligeant les ouvriers à travailler de 4 heures le matin à 8 heures le soir. De plus, le salaire quotidien passe de 3 chelins par jour, environ 60 cents, à 1 écu ou 2 chelins et demi, environ 50 cents. La plupart des employés ne sachant ni lire ni écrire signent des contrats individuels stipulant qu'ils sont, à compter de ce moment, payés à la fin de chaque mois. Les employeurs ouvrent des magasins et contraignent les employés à s'approvisionner à leur point de vente que l'on retrouve sur le chantier même. Ces derniers forcent les ouvriers à se procurer à crédit et à prix plus élevé des produits tels que le pain, le lard, le thé et le café dans les magasins du chantier. Il s'ensuit une détérioration épouvantable des conditions de vie des travailleurs. Bien que le gouvernement nomme le 5 août 1842 Jean-Baptiste Laviolette à titre de magistrat stipendié à Saint-Timothée afin de maintenir l'ordre et la tranquillité parmi les travailleurs du canal, les événements qui surviennent au printemps de 1843 marquent l'histoire de Saint-Timothée et du vieux canal Beauharnois de façon tragique et significative. Pour aider le magistrat Laviolette dans sa tâche, le gouvernement nomme également le même jour George Crawford à titre de magistrat. George Crawford est aussi, durant cette même période, un des entrepreneurs exploitant la construction de la section 1 et de la section 13 du canal Beauharnois. Quand les troubles ont commencé, chose de Laviolette, lui, il reçoit une lettre comme quoi qui est nommé major stipendiaire, si tu veux. Ça voulait dire qu'il était à la solde du gouvernement. C'est Laviolette-là. Mais là, il faut qu'il commence à s'engager du monde. Mais il y a un colonel de l'armée, lui, qui est en charge de la police, un monsieur Herman Tinger, qui s'appelait Herman Tinger. Là, ce monsieur-là, lui, il y a une dizaine de polices. Il les a envoyé, les polices, sur le chantier. Après, pour surveiller ce qui se passait, puis ainsi de suite, voir si le calme était revenu. Dans la période du mois de mai, même le 30 de mai, les employés irlandais s'étaient rencontrés puis ont dit, bien là, on en a assez. Là, ils voulaient couper leur salaire. Ils avaient déjà commencé à en discuter. Puis ils avaient déjà ouvert des magasins. Puis là, bien, c'est sûr, dans les magasins, on gardait des choses de luxe. Dans ce temps-là, le luxe, c'était le sucre, le pain, le thé, le café, ça, c'était du luxe. Il n'y avait jamais de farine, il n'y avait jamais de pain, il n'y avait jamais c'est-à-dire de pain, mais il n'y avait jamais de bacon, ces choses-là, pour s'alimenter. Le 30, là, dans cette période-là, il y a eu quelques accrochages, puis c'est là qu'ils ont commencé à avoir peur. Le 30 de mai, à un moment donné, ils ont dit, bien écoute, ils ont fait peur à Crawford, ils ont fait peur à Isidore Larocque, et ils ont menacé ils ont tout brisé, je pense, chez Crawford, à un moment donné. Puis là, bien, c'est sûr que la tension montait.